Maintenant, nous avons deux musiciens qui sont venus compléter la formation. Alors, je représente tous nos musiciens. À la basse, Éric Ferrand. À la guitare, Alain Monclos, qui était là ce matin. Rémi Marant, que nous avons entendu parler ce matin. Et alors, Boris Lamaran au violon. Et Christophe Boucheron, ici à la clarinette, et peut-être que Jackson aussi. Alors, donc, comme je le disais ce matin, nous avons eu le plaisir de rencontrer Rémi Marant, que nous avons connu d'ailleurs via Josette qui, nous l'avons vu ce matin, joue un rôle majeur dans l'association, et nous retrouvons cet après-midi le rôle clé de Josette, donc à saluer. Et Rémi a donc cheminé avec nous sur l'idée d'un travail, d'une présentation ludique autour donc de la géographie et du jazz. Alors j'ai envie de dire plutôt les jazz, et c'est là où évidemment déjà un problème se pose, il n'y a pas un jazz mais des jazz, et nous sommes partis dans cette aventure. Donc cette aventure elle est un petit peu complexe que celle qu'on imagine parfois dans sa tête, parce que quand on pense jazz, peut-être qu'on voit tout de suite Louisiane, nord-est des États-Unis, Afrique d'abord, Louisiane, nord-est des États-Unis, avec une parenthèse européenne ou des influences européennes, et puis on s'aperçoit en discutant avec Rémi, et puis en réfléchissant qu'en effet c'est beaucoup plus complexe que ça, et que si on ne veut pas entrer dans un historique, et bien évidemment on se pose les questions autrement. Alors Rémi, est-ce que cette introduction et je dirais ce sujet que les KPGO vous ont proposé vous ont plutôt passionné, étonné, stupéfait? Quelle a été votre approche? Ça nous a passionnés, parce que ce sont des sujets auxquels on pense quand on est musicien, et il a fallu réfléchir à ce qui différenciait clairement les territoires. Ce que j'ai trouvé de plus marquant du point de vue de ce qui fait les territoires en musique, ce sont d'une part les gammes, qui sont des éléments des collections de notes qui sont utilisées dans différentes musiques, et ça on va faire une première partie sur ce sujet-là. Et ensuite, ce sont les rythmes, donc ce qu'on appelle les claves, et on va faire une seconde partie sur cette partie clave. Mais clairement, l'objectif était d'essayer de trouver l'angle musique et géographie, et de regarder à quel endroit il y avait de la géographie dans la musique. Et évidemment, il y en a partout, parce que la musique est, comme vous le savez, un produit du monde entier, et bien ensuite des éléments de musique absolument partout, et des détails territoriaux absolument partout. Voilà. Donc vous l'avez compris, non seulement Rémi a accepté de relever ce défi, entre guillemets, mais je crois qu'il est allé bien au-delà de ce que nous espérions, avec passion. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti dans nos échanges. Alors je vous dis un très bon début de voyage. Vous allez voir qu'il va commencer en Europe, et puis on reprendra le dialogue à rythme continu. Bonne écoute. On est toujours étonné des différences entre les territoires. Il y a des endroits où les maisons sont des tuiles, et puis des endroits où les maisons ont des ardoises. Il y a des maisons où les églises il y a des endroits où les églises ont une forme, je sais pas, comme en Gérard, et puis il y a des endroits où tous les clochers sont différents. Et donc, en musique, c'est un peu pareil. Quand on cherche les détails qui changent d'un pays, d'une région à l'autre, on va trouver des différences régionales. Alors, par exemple, si on fait ça.
Et donc là, on était où? Un peu plus au nord encore. Mais c'est pas loin, c'est ça. Mais on était en Irlande ou en Écosse. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a cette musique en Irlande ou en Écosse? La raison, c'est que les moutons ont 4 pattes. Et les brebis aussi. Et les gens qui jouent de la cornemuse, ils ont 2 mains seulement. Pourquoi? Parce que pour faire une cornemuse, il faut équarrir une de ces pauvres bêtes. Et on fabrique la cornemuse avec les 4 pattes du mouton. Et donc dans 3 des... Alors le cou sert pour gonfler l'engin, pour la partie... pour remplir d'air la cornemuse. Et les 4 pattes servent pour mettre des instruments qui résonnent, des bourdons. Et donc on va trouver 3 bourdons qui font un accord toujours le même, qui font ça. Voilà. Et le malheureux joueur de cornemuse, il joue une mélodie sur toujours un seul accord. Et c'est pour ça que le génie humain, quand les gens ils s'ennuyaient à faire, et donc les gens de ce coin-là, ils ont trouvé cette note-ci. Et quand on fait notre petit air irlandais, ça fait... Et vous voyez que tout d'un coup, alors qu'on est monocorde sur un seul accord, toute la couleur de l'harmonie change, puisqu'on arrive à jouer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette gamme-là, qui est donc Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Alors, quand on fait de la musique sérieusement, on va appeler ça le mode mixolydien irlandais, justement. Eh bien, elle est tout à fait, c'est presque la même que la gamme qu'on a appris à l'école. Ça, c'est la gamme majeure en Occident, enfin, on connaît comme ça. Et donc celle-là, elle diffère d'une note. Et ça fait le mixolydien irlandais. Et c'est chouette. On va en écouter, alors si le PC veut bien marcher, on va en écouter un tout petit extrait vite fait. Young love said to me, my mother won't mind, and my father wants like you, for you're like I've come. And she laid her hand on me, and this she did say, it will not be long, Écoutez ici. Till Voilà. Donc en fait, c'est cette note-là, le Fa, qui fait le mixolydien irlandais et qui nous fait sonner, qui nous rend cette musique agréable, qui en fait un objet de culture. Et donc je profite de ces choses-là pour vous montrer juste un détail. On parle des gammes et je voudrais faire de petits rapports qu'il y a avec les mélodies. En fait, le petit extrait, c'est John Baez qui fêtait ses 75 ans et qui joue avec un musicien écossais, qui joue l'espèce de cornemuse, mais d'harmonium qu'on entend. Et donc leur mélodie, c'est celle-là. Voilà. Et la mélodie qu'on vous a jouée tout à l'heure, c'était Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol. Vous voyez que ces deux mélodies utilisent simplement, elles sont cousines parce qu'elles utilisent la même gamme. Voilà. Et donc l'idée, c'est cette histoire de gamme qui est la collection des notes auxquelles on a droit pour faire une musique. Et là, j'ai deux mélodies qui utilisent la même gamme. Et cette gamme-là, quand on est technicien de la musique, on appelle le mode
mixolydiens. Et voilà. Merci Rémi. Alors donc nous étions dans le nord de l'Europe. Alors, la prochaine étape. On va traverser l'Atlantique et je vous laisse essayer de deviner ce que c'est la suite. Alors on était où là? On est aux États-Unis parce que ça c'est le blues. Alors quand on va à l'école de musique, on apprend que le blues c'est une musique qui est faite en 12 mesures avec des accords tout à fait particuliers. Et puis quand on écoute les gars qui jouent le blues, les Muddy Waters, les John Lee Hooker ou Robert Johnson, en fait ils font comme ils veulent, tout simplement parce que eux ne sont pas allés dans les écoles ni de jazz ni de musique, et donc ils font bien comme ils veulent. En fait le blues, c'est un gars qui tape sur un bâton et qui chante une chanson triste en fait, c'est la seule chose, c'est le seul vrai dénominateur commun. C'est-à-dire que sa femme est partie, son chien est mort, il a tout perdu son argent au poker, et il a le blues du coup, forcément, c'est qui ne l'aurait pas. Alors, et si je t'interromps Rémi, et si je te dis de c'est vrai ou faux, est-ce que tu serais d'accord avec moi si je te dis que le blues c'était un condensé d'Afrique, une pincée d'Afrique, un soupçon de Louisiane, et puis également une pincée d'Europe avec des ballades européennes. Tout à l'heure on était en Irlande, donc c'est peut-être ça que tu veux nous faire comprendre. Noter, teinter de notes de blues, est-ce que tu serais d'accord avec moi pour dire ça? Oui, c'est sûr. Mélange de trois territoires. De toute façon, le mélange des musiques est toujours une réalité. C'est-à-dire que quand on cherche une musique pure, si on cherche le blues pur, il faut aller chercher Robert Johnson. Le gars qui avait vendu son âme au diable pour jouer correctement et qui était allé à Crossroads, et le diable lui avait donné un talent de guitariste incroyable, et c'est pour ça qu'ils étaient un bluesman. Après, il y a des tas de... Alors, le travail que j'essaye de faire là, c'est de localiser dans les gammes et dans les modes les détails qui font les musiques. Mais c'est sûr que le blues, il a parcouru les États-Unis, et c'est une des musiques évidemment de la minorité noire américaine. Mais après, cette musique-là, elle est utilisée partout et toujours, et encore maintenant. Et tout à l'heure, on a fait un truc de bebop qui s'appelle Billy's Bounce, et il se trouve que c'est un blues. Voilà. Alors, ce que je voulais dire sur l'affaire des gammes, c'est que dans la musique occidentale, on est très sensible, nous, au fait qu'un accord, par exemple, soit majeur, et qu'un autre soit mineur. C'est-à-dire qu'on joue là deux musiques différentes. Alors on va dire, il y en a une gaie, il y en a une triste, il y en a une forte, une faible, etc. Tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que les gens du blues, finalement le dénominateur commun, c'est ce qu'on appelle les notes bleues, c'est-à-dire que
cette tierce, cette note-là qui fait la tierce majeure ou la tierce mineure, et ben les gens du blues, ils vont la jouer. On ne saura plus si elle est majeure ou mineure, c'est-à-dire qu'ils vont faire ça. Alors ça, moi au piano, j'ai deux notes différentes, le si bémol et le si pour faire ça. Mais si vous écoutez quelqu'un qui peut bender ces notes, comme la guitare, on entend bien les notes bleues. Et si on entend quelqu'un qui peut bender encore plus, comme Boris au violon, et vous voyez que là, on trouve une caractéristique particulière et musicale et qui est associée aux gammes et à ces histoires-là, et qui est associée avec le blues. On va écouter un tout petit peu quelqu'un qui est la maîtresse des notes bleues. Alors, l'inventeur, c'est sans doute Bessie Smith des notes bleues, mais nous, il y a quelqu'un du jazz qu'on adore, parce qu'on a fait un spectacle autour de sa musique qui s'appelle Billie Holiday. Et quand on écoute Billie Holiday, là, les notes bleues, il y en a à tous les virages, quoi, et c'est très important dans cette musique-là. Voilà, il n'y a pas de chant plus émouvant, plus terrible que celui de Billie Holiday. C'est jamais faux et c'est toujours tangent, c'est-à-dire qu'elle a une façon d'être à côté des notes qui relève vraiment de quelque chose qu'on n'avait jamais entendu avant elle. Le voilà caractérisé. Le blues, c'est un mec qui tape sur un bâton en chantant une chanson triste et qui fait des notes bleues. Merci. Quelque chose me dit qu'il nous emmène à nouveau en Europe. Est-ce que je me trompe? Alors oui. Non. Alors on va commencer par vous jouer la chose et vous allez nous dire où on est. 1, 2, 1 et... Alors on est où là? Personne ne sait. Roumanie. Oui, voilà. On est dans les Balkans, en Russie, en Bulgarie. Alors cette musique-là, elle est empruntée. Il y avait un groupe vocal qu'on peut voir de temps en temps qui est issu de la radio-télévision bulgare. Ça s'appelle le Mystère des voix bulgares. Et ce sont une cinquantaine de femmes qui chantent avec une technique vocale particulière et des arrangements très particuliers, comme celui-ci. Là, on a fait une de leurs chansons, en tout cas on a essayé. Et donc les voix bulgares, ça sonne comme ça. Je vous fais écouter ça. Voilà.
Alors, cette musique-là, si vous avez l'occasion, il arrive tous les 3-4 ans que le mystère des voix vulgaires passe à Paris. C'est des choses qu'il faut absolument voir parce que c'est vraiment impressionnant et c'est prenant. Et c'est une musique qui est très impressionnante. Et alors, la gamme qu'elles utilisent très souvent, c'est la gamme des Balkans, c'est-à-dire celle-là. Et donc, on approche là des gammes européennes, et là ça devient un peu compliqué, mais on va faire des détails, et on s'approche là d'une gamme qu'on va appeler la gamme Tzigane, et qui va nous servir tout à l'heure beaucoup à parler de Django Reinhardt. Et là je parle de cette gamme-ci. Alors... Et pour l'illustrer, on va cette fois-ci utiliser notre clarinettiste qui va nous jouer une petite musique. Et c'est pareil, il faut trouver d'où ça vient. Je t'en prie. Et ça, évidemment, tout le monde sait ce que c'est. C'est un air klezmer, c'est-à-dire une chanson du répertoire folklorique juif yiddish. Et donc, ces gens-là, ils utilisent... Alors, il y a beaucoup de gammes dans la musique klezmer, on ne peut pas la simplifier avec une seule gamme. Mais la gamme la plus utilisée et qui était là-dedans, c'est la gamme Tzigane. Voilà, la gamme Tzigane. Et alors, on ne peut pas faire penser aux gammes sans évidemment penser à la gamme orientale, donc je pense à celle-ci. Voilà. Et instantanément, dès qu'on joue ça, on a franchi la Méditerranée. On est de l'autre côté. Et alors, j'ai volontairement essayé de tirer des traits bien clairs dans cette musique pour vous expliquer des mécanismes simples, c'est-à-dire surtout expliquer qu'il suffit d'une différence d'un demi-ton entre deux notes et on est chez les Américains, chez les Irlandais, chez les Juifs d'Europe centrale et que ça tout change. Mais on a voulu aussi prendre la chose un peu plus sérieusement et on a la chance aujourd'hui d'avoir Boris Labrand qui est un musicien de grand talent et qui connaît ces histoires de gamme bien mieux que moi et qui va nous en faire un petit topo. Alors là on va un peu s'enfoncer dans l'abîme réel parce que la musique c'est un truc sérieux et ça occupe l'humanité depuis des milliers d'années, mais c'est nécessaire d'avoir, je pense,
une vision sérieuse en fait de la chose. Alors bonjour. Du coup, je vais un peu compléter le propos de Rémi en vous parlant d'une gamme qui justement n'a pas de frontières. Alors c'est la gamme universelle. Et juste là, Rémi, ça marche plus. Rémi nous a parlé de gamme qui avait 7 notes. On chante do, ré, mi, fa, sol, la, si. On avait 7 notes. Et il y a une gamme qui n'en a que 5. On appelle la gamme pentatonique. Qui fait do, ré, mi, sol, la, do, la, di, la, la. Et peut-être comme ça, là, de but en blanc, ça vous parle pas trop, mais en fait, cette gamme, vous l'avez entendue partout. Alors, on va commencer par exemple par l'Irlande. On va revenir en Irlande. Si je joue cette gamme, je joue ça. On entend bien qu'il y a que ces 5 notes. Mais comme c'est une musique qui existe depuis un moment et qui a été un petit peu traficotée par les influences de la musique savante, de la musique venant d'Europe un peu plus du sud, on a rajouté déjà des petites notes différentes, des petites notes sensibles. Je rentrerai plus dans les détails tout à l'heure. Et alors cette gamme pentatonique, comme je vous dis, elle n'a pas de frontières, on retrouve aussi en Afrique. Alors, sous une autre forme, mais c'est exactement la même. Si je vous chante. Pareil. Ici aussi, elle a été un petit peu traficotée. Parfois, là, je voulais jouer un peu normal, à l'occidental. Il y a quelques notes qui sont un petit peu bleues. Vous entendez cette note qui sonne un peu faux à notre oreille. En fait, elle n'est pas fausse, elle est tout le temps comme ça. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, plus en détail, en Afrique particulièrement, on a ces intervalles étranges. Et alors cette gamme pentatonique, où est-ce qu'on la retrouve aussi? À votre avis? Non, vous n'avez pas une idée comme ça? Ouais, en Chine. Strictement la même gamme. Alors évidemment, elle prend toujours des couleurs différentes par le style, j'essaie de bien faire définir le style aussi. Mais c'est exactement la même échelle.
Il y a encore un autre endroit qu'on a un petit peu traversé rapidement tout à l'heure, où elle est très présente, extrêmement présente. De toute façon, il n'y a pas de frontière. Cette gamme, on la trouve partout. Mais vraiment, quand on pense pentatonique, on pense particulièrement à un continent entier qui est l'Amérique. Non? Eh oui. Ah oui. Si je fais. La musique quantique, elle est basée sur la gamme pentatonique en fait. Je la rejoue une fois, gentiment. Et il y a encore ces petits bêtes, ces notes bleues qui arrivent là et qui amènent aussi au blues. Le blues est basé aussi sur la gamme pentatonique. On a vu tout à l'heure, on ne peut pas répéter ce que Rémi a déjà dit. Et tout à l'heure, vous avez signalé un propos intéressant, c'est qu'aux États-Unis, toute cette musique, c'est un énorme mélange. C'est déjà un mélange de toutes les cultures. Et cette gamme pentatonique, c'était un peu le langage universel entre toutes ces cultures. Entre l'Afrique, l'Europe du Nord avec l'Irlande, mais aussi l'Europe de l'Est. Parce qu'en fait, on néglige aussi l'importance des gammes pentatoniques. Si vous écoutez le Sacre du Printemps, par exemple, de Stravinsky, c'est pour les gammes pentatoniques. Un compositeur un peu moins connu, classique, enfin, moins connu, Dvorak, qui a écrit la symphonie du Nouveau Monde, il s'est basé d'abord sur sa musique à lui pour créer des musiques basées sur cette échelle pentatonique qui était un peu le truc à la mode à l'époque. Voilà. Et par exemple, si je vous ouvre une petite pièce, vous connaissez l'humoresque de Dvorak, ça vous dit rien ça? Je fais ça comme ça. Après on passe dans un autre univers plus romantique. Mais ça, c'est la gamme pentatonique. Si vous jouez oui, bien sûr, c'est le début du quatuor américain aussi, évidemment. Je vais juste faire un petit aparté parce que les gammes pentatoniques, en fait, il y en a encore d'autres. En fait, là, vous allez découvrir que vous ouvrez une porte sur l'infini avec les gammes. C'est incroyable. D'ailleurs, petite parenthèse, je la fais tout de suite. Un collègue violoniste à moi, un très bon ami à moi, qui s'appelle Joan Renard, est allé travailler en Inde avec Subramaniam, grand violoniste indien, spécialiste des ragas, vraiment les gammes indiennes. Et Subramaniam, premier jour pour faire connaissance avec Joan, lui explique le système des classements des gammes, des ragas. Voilà. Et il dit, on se retrouve ce soir et tu me calcules le nombre de ragas qui existent. Voilà, tu passes la journée entière à calculer, parce que c'est vraiment compliqué. Il y a vraiment un système, c'est presque un algorithme. Du coup, il a appelé un copain mathématicien pour l'aider avec sur de probabilité. On va bien accrocher les dents. En fait, la réponse, c'est simple, c'est infini. En fait, leur système de gamme, il fonctionne exactement comme, vous savez, l'arbre de l'évolution de Darwin. Ça part d'une base, d'un noyau, et puis après, une première branche, et en fait, ça fait une fractale. Ça va jusqu'à l'infini. Donc ça, c'était la petite parenthèse, et je voulais juste vous faire découvrir aussi une autre gamme pentatonique qui s'appelle la gamme Insen, qui vient du Japon. La gamme que vous avez vue tout à l'heure, c'est celle-là. La gamme Insen, il y en a juste une qui change. D'accord. Si je fais ça.
Là, vous avez vraiment la couleur typique du chant traditionnel classique. Et alors, cette gamme, on l'utilise aussi dans le jazz. Et on va faire un petit tour dans le sol mineur 6. Pour terminer sur les gammes pentatoniques, on dit qu'elles sont universelles. Elle est aussi universelle pour nous musiciens. C'est-à-dire qu'elle passe partout. Oui, tu peux voir l'accord du sol majeur 7. Sol majeur 7. Ok, très bien, ça marche. Si tu peux jouer un accord du do majeur 7. Maintenant, est-ce que tu peux jouer un accord de fa majeur 7? Toujours la même gamme. Bientôt, on va prendre les accords mineurs. Un accord de mi mineur 7. Là, ça marche. Un accord de ré mineur 7. Alors, on va compliquer. Ré mineur 7, ré mineur majeur 7. Ça marche aussi. Alors, un accord de sol 7. Mais ça marche aussi. Un accord de mi 7 dièse 9. Je vais mettre extrait, vous ne comprenez plus rien. Allez, un petit dernier pour la route pour rigoler entre nous. Ré bémol 7 altéré. Ça veut dire qu'il y a tous les bémols. Avec la maison, ça va le bémol avec ça. Voilà, ouais, c'est la commence avant. On s'embête à apprendre plein de gammes, alors même une seule gamme suffit pour déjà traverser autant d'accords. Alors ça c'est magique. Et après je voudrais expliquer en fait pourquoi elle est aussi magique cette gamme, pourquoi elle passe partout. Parce que justement elle n'a que 5 notes. Il lui manque les deux notes qui vont caractériser toutes les autres gammes qu'on a vues. Et notamment la gamme majeure. C'est-à-dire qu'on va partir de et on va rajouter deux notes sensibles. On va faire ça en Do majeur par exemple. Alors la première note sensible elle est là. Ouais, donc il est sensible parce qu'elle est tout à côté, juste un demi-ton. Et là on va rajouter une juste en dessous de l'arrivée de la dernière note. Et si tu joues juste ces deux notes toutes seules. Voilà. Et là, on a l'accord du diable. Selon les moines, les moines grégoriens qui ont établi en fait tout notre solfège occidental, ils l'appelaient le Diabolicus intervalle
Je parle pas très bien latin, mais je crois que c'est à peu près ça. Et parce qu'en fait, pas pour, déjà parce qu'il est extrêmement dissonant, mais parce que c'est sa dissonance qui crée toute l'harmonie. C'est ce que tu peux aller de faire à si à mi en résonant. Non, tu le fais à si, mi, do. Je vais faire le petit tour moi-même, ça va être encore plus dissonant avec un je peux faire ça en basse, seul à la basse. Voilà, ça c'est la base de la musique occidentale en fait. Voilà, ces deux notes-là. Et donc, ça c'est la solution qu'on a trouvée en Europe pour rajouter des notes. Et il y a plein d'autres possibilités, une infinité. Et alors, je vais terminer avec une petite collection de gammes parce que j'ai bien les gammes. Et je voulais justement, juste avant de faire cette petite exploration avec plein de gammes, souvent quand on dit gamme, vous pensez à quoi? Exercice, exactement, j'ai entendu. On pense exercice d'échauffement. Pas du tout. C'est pas ça une gamme. En fait, une gamme, c'est exactement là où on est payé les arts impressionnistes. C'est exactement comme les tubes de peinture des peintres. C'est des couleurs. Et chaque gamme est une couleur, plus claire, plus foncée. Et en fait, on utilise des gammes en fonction des couleurs, des ambiances qu'on veut donner. Dans le jazz, on met toutes les couleurs de la matière, on utilise toutes les gammes. Et en Inde, les gammes qu'ils appellent raga, c'est un accent circonflexe sur le A, raga, elles ont plus qu'une couleur. Elles ont carrément un caractère, une fonction dans la vie quotidienne. Et par exemple, il y a les gammes du matin et les gammes du soir. C'est pas les mêmes. Alors par exemple, je vais vous jouer un raga du matin, qui correspond chez nous occidentaux au mode lydien. Et ça ressemble à ça. Ce raga s'appelle Gaman. On va voir. Donc pour moi, si je le caractérisais en termes de couleur, c'est un beau jaune vif. C'est quelque chose de très lumineux en tout cas. Donc on va juste le caractériser comme ça en termes de couleur, de luminosité. Donc ça c'est un mode qui est très lumineux. Le mode majeur est très lumineux. Ça c'est juste la gamme majeure. Et par exemple si je fais celui-là. Clairement, on est dans une couleur plus sombre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Voilà, avec des intervalles qui viennent un peu frictionner les oreilles. Alors, on va en voir quelques-uns. Alors, ça, c'est tout simplement le mode phrygien, qu'on retrouve beaucoup dans la musique espagnole, dans le flamenco. Un qui est très très proche et qu'on retrouve dans les Balkans et que Rémi n'a pas cité, qui est quasiment le même, mais avec une couleur majeure. Donc, il est un peu clair-obscur. Il est à la fois majeur, à la fois clair et lumineux, mais sombre.
Il faut quand même savoir que les Balkans, c'est la porte de l'Orient. Tous ces modes-là, en fait, ils les ont importés directement de Turquie. Un autre qu'on utilise beaucoup dans les musiques des Balkans, et que Bartók, le compositeur hongrois, a fonctionné tellement qu'il a pris son nom dans le jargon des musiciens, on l'appelle la gamme Bartók, et parce que le Tigan ne donne pas trop de noms aux gammes, et donc ça ressemble à ça. Qui est clairement plus clair, et d'ailleurs, dans l'Europe de l'Est, on l'utilise principalement sur les danses festives. Je vais vous présenter maintenant d'autres couleurs. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est toujours sur une échelle tempérée, d'accord? C'est-à-dire avec des tons et des demi-tons. Il y a toute une partie du monde, on l'a vu un peu avec les notes bleues, où on divise en quarts de temps, quarts de ton. Donc avec des couleurs encore plus fines. Par exemple, ça. Alors, si je vous joue à l'occidental, ça va faire ça. Je vais vous jouer maintenant à l'oriental. Là, par exemple, clairement c'est une note bleue. Si on voulait la voix à l'occidental juste, on la ferait là. Là, on la monte un petit peu. Voilà. Et allez, pour terminer, parce que moi j'aime bien ces gammes-là, c'est un peu les gammes qu'on utilise beaucoup dans le jazz, c'est un peu ce qu'on appelle les gammes cubistes, parce qu'elles sont symétriques. Et on les utilise beaucoup dans la musique contemporaine aussi, elles doivent être extrêmement exploitées par tous les impressionnistes, et puis après les compositeurs du XXe siècle jusqu'à nos jours. Par exemple, il y a la gamme Parto. Ensuite, il y a par exemple, alors c'est caractérisé parce que tous les intervalles sont égaux. Ce qui permet de prendre un motif et de le répéter dans plein de tonalités. Ici, la gamme demi-ton. Je vais terminer avec ma gamme préférée, parce que j'avais envie de vous présenter ma gamme préférée. C'est celle que j'affectionne particulièrement en ce moment. On a des goûts parfois, il y a des jours où on a envie d'utiliser que du bleu. Moi, c'est la gamme majeure harmonique que j'adore, parce qu'elle est clair-obscur. Elle est justement, c'est une gamme crépusculaire. Elle est à la fois très, très lumineuse et d'un coup très sombre.
Marie-Claude Laurent. C'est le genre de mise en abîme qui ne fait pas rigoler. Bravo. Merci.